Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, Nobel de littérature, existe-t-il un camp du bien, entre guillemets? L'attribution des prix Nobel de littérature, du prix Nobel 2019 à l'Autrichien Peter Handke, qui lui sera d'ailleurs remis ce soir à Stockholm, a provoqué diverses réactions d'hostilité en raison de ses prises de position pro-serbes pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Ce débat entre l'homme, ses déclarations publiques et son œuvre sont régulièrement rejoués, comme ce fut le cas l'an dernier avec l'affaire Céline et plus récemment avec l'affaire Polanski au cinéma. Certains ont même inventé l'expression de camp du bien pour désigner un gauchisme culturel, je cite, qui introduit de la morale dans l'art et censure ainsi, selon eux, les artistes. Nous en parlerons avec trois de nos invités. Carole Talon-Hugo est professeure en philosophie à l'université de Paris-Est Créteil. Elle est auteure de L'Art sous contrôle aux presses universitaires de France. C'est paru cette année, juste avant l'été. Héloïse Wagner est avec nous. Elle est avocate au barreau de Paris et vidéaste sur YouTube pour des vidéos de vulgarisation juridique, de droit de la communication en particulier, et ça s'appelle 911 Avocat. Et puis Gisèle Ferrapiro est avec nous, elle est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directrice de recherche au CNRS. Elle est auteure entre autres d'un livre qui s'intitule La responsabilité de l'écrivain, paru en 2011 aux éditions du Seuil. Le prix Nobel de littérature 2019 est décerné à l'écrivain autrichien Peter Handke pour son œuvre puissante qui a exploré avec ingéniosité linguistique la périphérie et la spécificité de l'expérience humaine. Voilà, c'était donc l'annonce de l'attribution du prix de littérature 2019, du prix Nobel de littérature à Peter Handke, en même temps qu'on annonçait que celui de 2018 était remis à Olga Tokarczuk. Tous les deux vont recevoir ce prix ce soir à Stockholm. Il y a eu des manifestations devant l'endroit où sera remis ce prix par le roi de Suède, des manifestations en particulier en raison justement de la personnalité de Peter Handke, et pas tellement pour son œuvre, mais plutôt pour ses déclarations au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, même s'il a écrit un livre sur cette guerre en ex-Yougoslavie qui prenait parti, disait-il à l'époque, pour une justice pour la Serbie dans ce conflit qui s'est déclenché donc au tout début des années 1990 en Europe. Carole Talon-Hugon, vous êtes professeure de philosophie à Paris-Créteil et votre livre porte justement sur l'art en général, l'art sous contrôle, dites-vous, qui serait menacé par des censures militantes. Est-ce que vous considérez, par exemple, que ce qui vient d'être mis en œuvre dans cette contestation du prix Nobel à Peter Handke, c'est une censure militante? Oui, dans la mesure où on a affaire à la demande d'interdiction, enfin le refus d'attribution d'un prix qui est un prix destiné à couronner une œuvre littéraire, mais qui se fait, cette interdiction, cette demande d'interdiction, au nom de critères qui sont des critères extra-artistiques, extra-littéraires. Je trouve qu'il serait intéressant de comparer cette affaire à une autre qui est beaucoup plus ancienne, qui est celle du prix Nobel de chimie attribué à Marie Curie en 1911. Et ce prix Nobel avait d'abord fait l'objet de débats. Certains considéraient qu'elle ne devait pas le recevoir, qu'il ne devait pas lui être attribué, puisqu'elle avait eu des relations extra-conjugales avec Paul Langevin. Et il y avait eu une série de discours portant sur la nécessité de le lui interdire, et elle avait répondu que le prix devait lui être donné pour sa découverte du radium et du plutonium, et que c'était sans lien avec sa vie privée. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant de comparer les deux affaires à un siècle de distance. Et même si, effectivement, il ne s'agit pas pour Peter Handke d'affaires privées, en non, pas du tout. C'est une analogie. Des prises de position publiques qu'il a eues lors d'un conflit qui a mobilisé, il faut bien le dire, de très nombreux intellectuels. Gisèle Sapiro, qu'est-ce que vous pensez justement de cette question, de ces contestations? Vous avez travaillé depuis très longtemps, vous travaillez en tant que spécialiste de la littérature et universitaire autour de ces questions de responsabilité de
écrivains qui sont constamment, comme je le disais en ouverture, rejoués. On a eu très récemment, c'était l'année dernière, l'affaire Céline pour la publication ou la republication de certains de ses ouvrages que lui-même ne voulait pas voir d'ailleurs republiés. On a eu des débats, et on en parlera tout à l'heure avec notre autre invité, on a eu des débats autour de Roman Polanski, et on a très fréquemment des débats qui fonctionnent sous le mode du scandale moral. Avant de prendre la parole là-dessus, je voudrais d'abord exprimer mon soutien aux grévistes de Radio France, parce que nous sommes ici, mais ça n'est pas par défaut de soutien. Alors, je voudrais tout d'abord dire que je pense qu'on ne peut pas ne pas entendre les voix des maires de Srebrenica qui protestent en ce moment autour du Nobel. Je ne m'oppose pas du tout à l'attribution du Nobel à Handke. Je pense que c'est une œuvre de très grande valeur et qui mérite la reconnaissance, mais je pense qu'il faut entendre et il faut comprendre ces voix. Je ne parle pas des attaques dans la presse qui sont d'un autre ordre. Je pense que l'histoire du lien entre la morale de l'œuvre et la moralité de l'auteur, c'est une histoire ancienne qui remonte au Moyen-Âge, qui s'est renforcée avec l'émergence de la figure de l'auteur. Au XVIIIe siècle en particulier. Au XVIIIe siècle, et plus encore avec l'idéologie romantique. Évidemment, comme l'a rappelé Foucault, le lien entre l'œuvre et la personne fonde aussi bien la responsabilité pénale de l'auteur, c'est pourquoi on lui demande des comptes sur son œuvre, que la propriété intellectuelle de l'œuvre. Et donc, ça pose deux questions. Ça pose la question de faut-il censurer les auteurs malpensants et deux, faut-il les récompenser et comment? Alors la question de faut-il les censurer, évidemment, elle est bornée par la loi. La liberté d'expression n'accorde pas de statut particulier à la littérature, même si progressivement, et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, il y a une reconnaissance de l'autonomie de la littérature et une distinction, disons, entre l'auteur et le narrateur, entre représentation et apologie. Donc ça a été une étape importante qui a reconnu certains droits à la fiction, même s'ils ne sont pas fixés. Donc il y a ce qui est limité par la loi, aujourd'hui dans un régime de liberté d'expression et d'un régime démocratique. En fait, ce qui est réprimé, c'est les propos haineux, racistes, l'incitation au crime ou à des actes terroristes, et puis en France, la négation des crimes contre l'humanité. Le régime de la liberté d'expression suppose que le débat, la controverse, plus que la censure, est ce qui va permettre de faire valoir le bien. Et en ce sens, les débats, les polémiques autour des œuvres du passé ou du présent qui posent des problèmes tels que sexisme, racisme, forme de parfois. racisme qui aujourd'hui, on se demande si aux États-Unis, il faut corriger les œuvres qui emploient le terme Negro. Le débat en soi est une bonne chose. Voilà, c'est ça que je voudrais souligner. Évidemment, pour moi, je ne pense pas qu'il faudrait les censurer, mais ni y remplacer les termes dans les œuvres, mais je pense qu'il faut... ça oblige à les replacer dans le contexte de leur époque, d'historiciser la figure de l'auteur pour éclairer ses propos. Maintenant, la deuxième question, c'est la récompense. Et la récompense, à ce moment-là, là peut-être où je rejoindrai Carole Talon, Hugo, c'est que... il y a une autonomie relative du monde littéraire et il y a des récompenses qui sont proprement littéraires. C'est pas la même chose que commémorer Maurras ou Céline, qui c'est une commémoration nationale qui est à partir d'une date de naissance ou d'une date de mort. Et donc là, c'est la commémoration de la personne. Et donc là, le prix à l'œuvre. Alors, c'est vrai que le Nobel, c'est un peu ambigu parce que dans le Nobel, il y a quand même la dimension universelle et la dimension de l'idéal. Cela dit, sur Handke précisément, Handke n'a pas nié le massacre de Srebrenica qui a été qualifié de génocide par le tribunal pénal international. Il l'a condamné par la suite. Donc, on ne peut pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites. Cela dit, il a quand même été à l'enterrement de Milosevic et c'est ça qui pose problème. C'est ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette question, Héloïse Wagner, du point de vue du droit? Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris et que votre vidéo que vous publiez très régulièrement, qui est sous le titre de 911 Avocat, traite de ces questions justement de propriété intellectuelle, de droit de la communication, de ce qu'on a le droit de dire ou pas, ou de ne pas dire justement. Donc, est-ce que cette question de Peter Handke pourrait donner lieu à une vidéo de votre propre travail avec votre regard justement de juriste ou d'avocate?
Alors non, pas forcément, puisque c'est vrai que la récente vidéo sur Polanski, finalement, rejoint un peu tous les questionnements qui pourraient se poser avec ce cas-ci. Vous avez fait une vidéo sur Polanski et Bertrand Cantat, il faut le rappeler. Oui, effectivement, c'était un peu... c'était pas une comparaison des deux, parce que c'est quelque chose qui m'avait été notamment reproché un peu en commentaire. C'est pas du tout une comparaison, c'est juste des illustrations, finalement, des prétextes pour se poser des questions juridiques, mais aussi un peu philosophiques, sociologiques, parce que finalement, un seul angle ne peut pas suffire pour traiter cette question-là qui est extrêmement large. C'est pour ça que nous avons une philosophe, une spécialiste voilà. de sciences Donc, politiques je dois et dire de que je suis littérature. particulièrement heureuse d'être avec Et vous une ce avocate. soir pour entendre vos points de vue. Merci. Et c'est vrai que ce que vous disiez à l'instant, ça rejoint beaucoup de points qui ont été notamment abordés dans ma vidéo et que je pense. Mais alors, précisément par rapport au prix, justement, aux récompenses, etc., moi, ça m'interpelle, puisque finalement, on récompense une œuvre, mais est-ce que ces prix-là, ces récompenses-là n'ont pas pour but de valoriser quand même l'homme ou la femme qui se trouve derrière ces œuvres? Et c'est là que je trouve... Qui le reçoit, ce prix. Voilà, qui le reçoit, qui se l'accepte. déplace, qui l'accepte, etc. C'est quand même une valorisation de l'être humain et non plus uniquement de l'œuvre. Et c'est vrai que moi, je trouve que de mon côté, ça pose un peu plus question par rapport à cette fameuse séparation œuvre-auteur. Écoutez ce qu'en disait Peter Handke devant la presse, c'était dans son jardin, parce qu'il faut rappeler qu'il vit en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, à Chaville. C'était juste après l'annonce de son prix, le 10 octobre dernier. Mais j'ai envie de continuer. Vraiment, j'ai encore des choses à raconter, à rythmer, à imaginer, mais jamais pas de position politique. Et puis, ce qu'en dit aussi son traducteur, Georges Arthur Goldschmidt, lui-même très grand écrivain et traducteur de l'œuvre de Handke en français. Il a été interrogé pour l'émission Métropolis fin novembre par Arte. Il s'est peut-être trompé, je veux bien, mais la manière dont on le poursuit, c'est extraordinaire. C'est une véritable tentative de meurtre intellectuel. Voici, c'est très dur comme titre, comme qualification, meurtre intellectuel. Est-ce que ça peut exister, d'ailleurs, en droit, le meurtre intellectuel Non, évidemment pas. Mais bon, j'imagine qu'il fait référence au tribunal médiatique, la justice populaire, etc., qui a ses gros défauts, mais également ses qualités. C'était un point que je soulevais notamment, justement, dans cette vidéo. À propos de Polanski en particulier. Voilà, exactement. Puisque, comment dire, la justice populaire, elle pose différents problèmes d'un point de vue juridique, notamment en termes de présomption d'innocence, en termes de diffamation, etc. Et en tant qu'avocate, évidemment que ça me gêne et je ne peux pas me positionner en faveur de cette justice populaire. Mais de l'autre côté, il y a l'être humain aussi à l'intérieur de moi qui est obligé de reconnaître quand même les avancées sociales qu'ont pu apporter justement ces différents mouvements, notamment MeToo, Balance ton port, etc. Et donc, vous pensez qu'effectivement, il est compliqué, en tant qu'avocate et en tant que femme, aujourd'hui, de séparer l'un et l'autre. Ça n'est pas l'auteur et l'œuvre, mais c'est effectivement, ces deux positions sont difficilement conciliables parfois, c'est ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Gisèle Sapiro, sur cette question. Oui, Durkheim distingue, mais en même temps associe les sanctions morales aux sanctions pénales, c'est-à-dire ça fonctionne en parallèle. Émile Durkheim, donc le grand sociologue, voilà. inventeur de la sociologie française. Voilà, donc les sanctions morales, ça fait partie de la vie collective, de la conscience collective, et les meurtres symboliques, ça existe. Ils ne sont pas bornés par le droit. Ils sont bornés par le droit parce qu'effectivement, la diffamation existe aussi et peut être réprimée à ce titre. Et justement, c'est pour empêcher le meurtre symbolique. D'ailleurs, il y a eu des cas où des attaques contre Handke ont été condamnées sur base de diffamation, puisqu'il n'a pas nié, c'est pas un négationniste de ce point de vue-là. Alors, il y a aussi le fait que Handke a cherché d'une certaine manière le scandale, puisque son point de vue, il l'exprime pour contrer le point de vue médiatique qu'il considère comme unanime sur la guerre en Yougoslavie. Il s'inscrit dans une tradition autrichienne de critique des médias qui remonte à Karl Kraus. Et de ce point de vue-là, le scandale, il le cherche. Alors, c'est aussi une stratégie d'écrivain. Il est soutenu, lorsque la polémique monte dans les années 2000, il est soutenu par Elfriede
Jelinek, qui elle-même recevra le prix Nobel également de littérature. Et il s'inscrit aussi, vous parlez de Karl Kraus, dans la grande lignée des écrivains autrichiens comme Thomas Bernhard, etc. etc. Voilà, tout à fait. Donc ce scandale, il le cherche. Il est sans doute allé plus loin qu'il ne le souhaitait, mais il continue à rentrer dedans. Et peut-être aussi que sa visibilité médiatique est liée à ce Parce ce scandale. qu'il ne faut pas obérer cette question-là, c'est-à-dire se dire que dans un fonctionnement médiatique par scandale, on peut aussi provoquer le scandale pour pouvoir en profiter en partie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là, Carole Talon-Hugo ? Je pense que ce serait peut-être bien à ce moment de faire une sorte de prendre un peu de recul historique pour voir la particularité quand même de la situation présente. C'est-à-dire la particularité de ces cas qu'on vient d'évoquer, de ces deux cas, Hanke, Polanski, ou Woody Allen. On aurait pu évidemment citer aussi celui de Woody Allen. Alors, ce qui est quand même assez singulier, c'est le fait qu'on a affaire dans ces cas-là à une sorte de condamnation de l'œuvre par capillarité. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a eu une conduite moralement répréhensible. Bon, on peut discuter pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, peu importe. Mais de l'homme à l'artiste et de l'artiste à l'œuvre, la translation se fait de façon très nette. Il y a une sorte de chaîne de contamination qui fait que finalement, la valeur proprement artistique est obérée par la prise en considération de tout ça. Donc ça, c'est tout de même, il faut le rappeler, puisque visiblement, souvent c'est oublié, mais c'est pas la même chose de condamner une œuvre en raison de ses défauts moraux intrinsèques, en tant que l'œuvre peut être corruptrice, en tant qu'elle peut être esthétiquement déplacée, enfin que sais-je, il peut y avoir toutes sortes de raisons de condamner une œuvre en tant qu'œuvre. Là, c'est pas du tout le même phénomène, puisqu'on a une condamnation de l'auteur qui rétroagit sur l'œuvre. Mais on peut évidemment, comme le disait au tout début Gisèle Sapiro, se dire que ceux qui ont été ou celles qui ont été victimes des agissements de ce personnage-là, par exemple, peuvent demander, par justice tout court, par justice médiatique, comme c'était dit tout à l'heure, peuvent demander une sorte de réparation, une sorte de silence, une volonté de faire taire, parce que simplement elles ont été touchées personnellement par cette question de la réparation du tribunal, de la mise en cause de l'individu dont les comportements ont été répréhensibles est évidemment absolument incontestable. La question, c'est de ne plus distinguer cette affaire-là de la question de la valeur de l'œuvre, qui est totalement perdue de vue, puisque il s'agit simplement de ne plus en parler de ça. Alors peut-être ça pose un problème. Peut-être la question de la valeur de l'art aujourd'hui, je pense plutôt aux arts plastiques, aux arts littéraires, est devenue suffisamment indécidable, introuvable, etc., pour que quelque chose finalement vienne se mettre à la place d'eux. Mais il faut le noter, faute de comprendre la singularité de la situation. Gisèle Sapiro ? Je pense qu'il faut aussi distinguer les types d'agissements dont nous parlons, parce qu'on a commencé sur un fait de vie privée qui n'est pas quelque chose qui commet du tort à des personnes. On parle ensuite de pédophilie, où ça c'est quand même un acte grave et gravement condamné. Et puis dans le cas de Hanke, il y a eu des accusations de négation et de révisionnisme qui ne sont pas fondées, mais il y a eu des agissements qui sont moralement peut-être discutables, condamnables. Et donc je pense que c'est différent. Mais pour moi, c'est aussi différent de la question de la réédition des pamphlets de Céline que vous évoquiez tout à l'heure, parce que les pamphlets de Céline, ce sont des textes qui véhiculent un message antisémite et qui donc stigmatisent une minorité et qui ont une valeur performative, de même que pour moi, les œuvres complètes de Maurras, qui sont de bout en bout dans un contexte de montée de l'extrême droite, des stigmatisations de groupes minoritaires. Je pense que les légitimer par des publications chez Gallimard ou la collection chez Lafon, bouquins que Jean d'Ormesson qualifiait de bibliothèque idéale de l'honnête homme, c'est une forme de légitimation qui est dangereuse. Oui, Héloïse Wagner. Au-delà de la nature de l'acte et donc surtout est-ce que ce sont des actes condamnables ou pas, effectivement,
On peut aussi se poser la question de est-ce qu'il s'agit de faits prescrits ou pas? Est-ce que ça a fait l'objet d'une condamnation ou pas pour ceux qui relèvent de qualifications pénales, etc. Et ça m'amène du coup à évoquer le cas de Bertrand Cantat, qui, je trouve, pose pas mal de questions finalement, puisque on l'accable beaucoup, on le pointe beaucoup du doigt, à tort ou à raison, enfin chacun a sa position sur le sujet, mais lui, à la différence d'autres exemples qui ont pu être cités, il a été condamné par un tribunal et Ouais, il a quand purgé même, sa oui. peine. Ouais. Et donc, il s'est réinséré dans la société, etc. Donc, c'est vrai que moi, je trouve ça un peu plus problématique, questionnant finalement, qu'on le conteste à ce point-là, qu'on le boycotte. Mais effectivement, ça n'est pas exactement le même sujet que celui qui est évoqué Oui, oui. précédemment par Gisèle Sapiro. On peut écouter un tout... Gisèle Sapiro ? Chose, c'est que moi, ce qui me pose problème, par exemple, dans le cas de Polanski, c'est que la justice américaine permet une réparation monétaire où il n'y a finalement pas de condamnation parce qu'il y a eu transaction monétaire. Et donc, du coup, évidemment, il y a prescription. Et non, mais du coup, ça n'est pas le même régime que le nôtre. Non, mais je sais bien, mais du coup, de fait, il y a eu sanction. Enfin, il n'y a pas eu sanction, mais parce qu'il y a eu un règlement. Voilà. Donc, il y a prescription de ce point de vue-là. Je vous propose d'écouter un tout petit extrait de Blanche Gardin lors de la cérémonie des Molières en 2017, que vous utilisez d'ailleurs dans votre vidéo, Élodie Wagner. Il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Donc on est là pour remettre... Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Ce qu'évoque cette question aussi, c'est la question de la place spécifique de l'art, de l'artiste dans nos sociétés qui parfois, peut-être au 19e siècle, on l'a évoqué avec la question romantique, avec Gisèle Sapiro, et au 20e siècle, ont pris la place d'un certain sacré, c'est-à-dire qu'une des questions qui s'est posée lors d'actes commis par des écrivains, par des artistes, etc., c'est se dire, oui, mais c'est un peu spécial parce que c'est un artiste, et ça fait partie peut-être aussi de cette impunité que l'on peut accorder à certains types de personnages dans une société qui se veut le plus égalitaire possible, Carole Talon-Hugon. Ah ben oui, tout à fait. Ça entre en contradiction avec un grand mouvement d'autonomisation de l'art qui s'est produit entre la Renaissance et le 19e siècle, pour faire vite, et qui a abouti à une sorte de position d'extraterritorialité. L'idée étant que l'art est un domaine d'activité qui n'est pas soumis aux mêmes lois que les activités ordinaires. On pourrait on considérait à cette époque que le télos de l'art c'était le beau, pour faire vite, que le télos de la science c'était le vrai. C'est au nom de ce beau d'ailleurs qu'on reprochait à Baudelaire par exemple d'être un artiste maudit parce que lui il ne proposait pas le beau comme télos de l'art. Voilà, ça c'est encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire c'est que le beau, le vrai, le bien était devenu indépendant. C'était plus comme à l'époque, au Moyen-Âge, pour faire vite, où il y avait une convertibilité de ces notions. Donc, si le beau n'est pas le bien, n'est pas le vrai, eh bien, des auteurs comme Oscar Wilde, des auteurs comme Théophile Gautier vont affirmer l'autonomie de l'art, c'est-à-dire son impunité éthique. Entre autres. Et ça serait remis en cause aujourd'hui, justement, cette autonomie de l'art telle que vous l'avez décrite progressant ? Il est certain que tous les phénomènes qu'on étudie, qu'on analyse ici et plus largement, montrent que l'autonomie et l'extraterritorialité de l'art sont remises en cause. Peut-être parce que la question de savoir où s'arrêtent les frontières de l'art, peut-être que parce que le problème de la définition, de la délimitation de l'art est devenu problématique d'ailleurs. Gisèle Sapiro. En fait, c'est régulièrement remis en cause depuis le 19e siècle. C'est un peu l'objet de mon livre, justement, parce qu'il y a effectivement l'émergence de cette affirmation d'autonomie, de séparation entre l'art et la morale qui s'opère au 19e, mais c'est contesté, c'est pas une position facile, c'est contesté par les tribunaux et c'est
contesté par la critique. Il faut le demander au procureur Pinard et à bien voilà. d'autres. Bien sûr. C'est progressivement reconnu par la loi et en même temps c'est régulièrement contesté, notamment Sartre en 1945 conteste dans son livre sur Baudelaire, il conteste cette position, toute sa théorie de la littérature engagée, elle est faite pour contester cette position de l'art pour l'art et d'ailleurs il rend l'auteur responsable de ce qu'il écrit et de ce qu'il ne dit pas, donc du point de vue de Sartre, de même que Flaubert et Goncourt sont responsables de la Commune parce qu'ils n'ont pas écrit une ligne pour l'empêcher, Handke est responsable de Srebrenica parce qu'il n'a pas écrit une ligne contre. Et Sartre soi-même, d'une certaine façon, reçoit la propre critique de ceux qui disent « mais qu'est-ce que vous avez fait pendant la Seconde Guerre mondiale ?» Et vous avez donc effectivement fait des pièces qui ont été jouées. Mais face à Sartre, justement, le nouveau roman a réaffirmé l'art pour l'art et Handke se réclame du nouveau roman et s'est opposé à la littérature engagée. Donc il part de cette position de l'art pour l'art, de la tour d'ivoire, dès le départ. Et donc il a une sorte de revendication aussi d'irresponsabilité de l'écrivain. Est-ce que, Héloïse Wagner, ce que nous disent ces affaires successives, dont on a bien compris en écoutant Gisèle Sapiro et Carole Talon-Hugon qu'elles ne sont pas toutes de même nature, est-ce que ça nous dit quelque chose sur autre chose, sur cette société démocratique, ces médias qui sont censés justement porter la voix de cette démocratie, de cette liberté d'expression qui est le propre des véritables démocraties, et au bout du compte, de ce fonctionnement par scandale aussi, qui est quelque chose qui marche bien dans nos propres métiers, qui est ce métier de médiateur que nous prétendons avoir, en l'occurrence Héloïse Wagner. Alors, il y a tant de questions dans votre question. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Allez-y, on a le temps. La liberté d'expression est effectivement essentielle et c'est pour ça que je suis assez gênée quand des groupes de militants appellent au boycott d'une œuvre. Puisque... Et pourtant, le boycott, ça a été efficace pour créer plus de démocratie dans beaucoup de pays qui n'en avaient pas. Alors, je vais me contenter de la France dans ma réponse. En tout cas, ici, c'est vrai que je trouve ça embarrassant pour reprendre justement le cas du film J'accuse, même si évidemment je comprends la démarche qui est derrière, mais appeler au boycott d'une œuvre, je trouve ça problématique. Alors après, on ne peut pas parler de censure de toute façon, puisque ça relève pas de l'État, donc c'est pas une censure. L'œuvre, en tout cas, en tant que telle, dès lors qu'elle ne pose pas un véritable problème juridique, on doit lui laisser vivre sa vie, en fait. La laisser courir. Carole Talon-Hugon. Le cas de J'accuse est un cas intéressant parce que, justement, dans ce film, il semblerait que le film... Que son auteur ait voulu faire un parallèle entre quelque chose qui relevait d'une accusation injustifiée et de son propre cas. Dans son dossier, dans le dossier de presse. C'est ce qui rend, dans ce cas particulier, la chose délicate, parce que autant la séparation de l'homme et de l'œuvre, on en a assez parlé, mais la question reste entière lorsqu'il s'agit d'une œuvre qui a un contenu moral condamnable. Alors là, c'est extrêmement compliqué puisque c'est feuilleté d'intention, mais c'est pas un cas ordinaire celui-là. Donc je serais... Gisèle Sapiro, si on revient au cas de Peter Handke qui nous intéresse, parce que c'est aujourd'hui qu'il se voit remettre son prix Nobel de littérature 2019, c'est quelqu'un qui est dans un très bel article, il faut le reconnaître, de Libération, après l'annonce de son prix Nobel. Philippe Lançon disait c'est quelqu'un qui est un éternel minoritaire. À propos de Peter Handke, c'est un minoritaire existentiel qui a rejoint la minoritaire politique, disait-il en particulier. Et dans un autre article, Le Figaro citait cette phrase de Peter Handke dans son livre « Mon année de la bête personne », qui disait « Mon époque, mon ennemi ». Est-ce que, justement, cette question du minoritaire, de celui qui n'est pas, disons, qui ne marche pas au pas, comme aurait dit un chanteur français comme Georges Brassens, eh bien, ça n'est pas une question qui est posée par ces discussions ou ces débats sur ces prix Nobel, et en particulier le prix Nobel de Peter Handke?
Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il reçoit ce Nobel. C'est dit d'ailleurs expressément, qu'il exprime ce point de vue marginal, mais parce qu'il est issu, ça a marqué son œuvre, il le dit, il l'explique, et aussi son engagement est lié à ça. C'est pas juste de la pure provocation, puisqu'il est d'origine, par sa mère d'origine slovène, de la minorité slovène de Carinthie du Sud, et donc il dit qu'il a été marqué en fait par aussi la confrontation entre les langues, l'allemand qui était dominant et donc la langue de cette région, et qu'il a été sensible à ça dès son enfance. Et qu'il était sensible dans le cas de sa défense de la Serbie de Milosevic à la question de la préservation de l'ex-Yougoslavie, de cette Yougoslavie qu'il considérait comme étant vainqueur, créé pour vaincre les nazis justement et dans la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Et la situation de l'ex-Yougoslavie est effectivement, et de la guerre d'Yougoslavie, est très très complexe, et qu'il a voulu aussi dénoncer contre le consensus médiatique aussi des intérêts qu'il avait raison de souligner, donc un point de vue minoritaire qu'il a exprimé au nom de son pouvoir symbolique d'écrivain, et qu'il a pu se faire entendre. Il voulait faire entendre ce point de vue des Serbes qui lui paraissait absent du débat. Alors évidemment, ça ne justifie absolument pas le fait qu'il se soit tu sur Srebrenica, mais sa démarche n'est pas du même ordre que la stigmatisation de groupes minoritaires. Carole Talon-Hugon, dans votre travail justement que vous avez fait sur ces questions des censures militantes, telles que vous l'appelez aux presses universitaires de France, vous vous intéressez justement à ces groupes qui veulent se faire entendre parce que justement elles ont été choquées, elles ont été touchées, elles ont été, interpellées, même de façon très forte par une œuvre d'art. Cette question du dédain pour les bien-pensants, tel que le dit tout le temps Peter Handke quand il parle de son œuvre, et justifie le fait que dans Libération ou dans Le Monde, on a des tribunes, celle de François Crémieux qu'il faut citer parce qu'elle est très forte. Il a été lui-même engagé en tant que casque bleu en ex-Yougoslavie. Il a géré l'hôpital de Mitrovica, donc il sait ce qui a été commis au nom de la Grande Serbie par les combattants pro-Milosevic, qui dit mais c'est insupportable. Est-ce que justement ces questions de supportabilité, de l'incapacité à entendre justement le discours tel qu'il est tenu à l'instant même par Gisèle Sapiro, c'est-à-dire un discours de la complexité, est-ce que ça a quelque chose à voir avec notre époque ? Alors oui, c'est très net et très remarquable de voir que dans bien des cas, les critiques, pas dans toutes bien sûr, mais dans un certain nombre de cas, les critiques sont basées sur des réactions émotionnelles, c'est-à-dire sur le fait que une œuvre ou l'auteur d'une œuvre, dans les cas qui nous occupent, est l'œuvre ou l'auteur blessant, choquant, est vécu de façon négative par des catégories de personnes. Par des groupes sociaux, voire des groupuscules. Alors, ce qui est très étrange dans cette affaire, c'est que c'est une forme d'effet donc perlocutoire, c'est-à-dire c'est une réaction qui est produite, mais une réaction émotive assez aléatoire. Et surtout, tout le monde peut s'estimer blessé par. Mais est-ce que ce n'est pas le propre d'une société démocratique que de laisser s'exprimer ces D'où peut-être la nécessité de distinguer, comme le faisait Ruvén-Augien, entre ce il distinguait deux mots. Il disait l'offense et le préjudice. Le préjudice, c'est lorsqu'il y a un tort grave, concret, avéré. L'offense, c'est se sentir blessé. Et le se sentir blessé, comme l'exprime la formule même, c'est extrêmement subjectif. On peut la susceptibilité est très difficile à mesurer, bien sûr. Le degré de légitimité de la susceptibilité, ça n'existe pas. Donc, ça fait aussi partie des difficultés. C'est-à-dire que nos expériences personnelles sont toutes différentes vis-à-vis justement d'une question telle que la guerre en Yougoslavie, par exemple. Ça veut dire qu'on est dans une situation où le reproche, la censure, ou en tout cas le tribunal n'est plus le fait de l'État.
on l'a dit, mais le fait de groupe, etc., qu'il n'est plus, il ne se passe plus au tribunal, mais dans toutes ces formes par toutes ces formes dont on a parlé, dans la rue, dans les réseaux sociaux, les sites internet, etc., et que les formes qu'il revêt, c'est ce qu'on a dit, le lynchage médiatique. Mais c'est très, très délicat lorsque ça se fonde sur une réaction de susceptibilité. Parce que cette réaction de susceptibilité... de susceptibilité à l'œuvre ou à l'homme ? Quand je dis à l'homme, c'est de façon générale, à l'être humain. Peu importe. Ouais. Une susceptibilité qui fait que c'est offensant pour moi et à ce titre, je demande l'interdiction. Donc on comprend que ce que certains ont appelé la tyrannie des susceptibilités puisse rendre les choses extrêmement complexes et indéfiniment prolongeables. Et Héloïse Wagner, vous êtes juriste ? Ouais, j'avais envie de soulever un autre point. Alors, c'est un peu parallèle à tout ça, finalement, et à aussi tout ce qui est justice populaire, justice médiatique. C'est donc la diffamation, puisque c'est un outil de protection, on va dire, de la réputation. Mais ce qu'on peut constater parfois, c'est que ça vrille légèrement et ça devient quelque peu une procédure bâillon aussi pour empêcher certaines victimes de prendre la parole et de dire ce qu'elles ont à dire publiquement en dehors des prétoires, etc. Et donc ? Et donc, je trouve ça gênant. Oui. Gisèle Sapiro. Il y a aussi un autre usage de la diffamation qu'on a vu à propos d'œuvres, puisqu'on parle d'œuvres, c'est l'usage que Jean-Marie Le Pen a fait contre Mathieu Lindon du fait d'être nommé dans le roman et désigné par un personnage fictif de vampire qui vit du sang de ses électeurs, Mathieu Lindon et son éditeur ont été condamnés. Donc l'usage il y a des usages divers de la diffamation qui peuvent aussi limiter la liberté d'expression des œuvres, et c'est d'ailleurs plus aujourd'hui autour de ça que ça se joue. Parfois, ça devient aussi un outil de communication, la diffamation, c'est-à-dire indiquer je dépose plainte donc pour diffamation, puis finalement on retire la plainte quelques temps plus tard, etc. Et c'est simplement une réaction pour un peu prouver son honnêteté, etc. Ce que je note tout de même, c'est que ces questions de communication, pour toutes les trois, sont des questions très importantes, puisque vous avez évoqué les unes et les autres cet écho que on pouvait avoir. L'auteur, disiez-vous, Gisèle Sapiro lui-même, peut jouer le jeu de la provocation pour pouvoir être entendu. Les victimes elles-mêmes peuvent utiliser ces questions de la diffamation, dites-vous, pour pouvoir être entendues dans la place publique et porter leur idée, par exemple, du boycott un peu plus loin. C'est tout de même très étonnant, effectivement, de voir que cette question des médias n'est jamais séparée de ces questions-là, Carole Talon-Hugon. Oui, je crains que tout ça crée un emballement médiatique, une surexposition, une hystérisation des débats qui soit pas quand même... Vous parlez même de nouvelles prohibitions, dites-vous. Il y a des formes de nouvelles prohibitions, bien sûr. Mais je veux dire, je ne suis pas sûre que l'éthique sorte grandie de ce type de procès qui n'est pas un véritable procès, qui ne sont pas de véritables procès. Un auteur anglais dont le nom ne me revient pas a parlé de ce qu'il appelle le brouillard moral du monde en ligne. Et c'est une très belle expression pour dire effectivement que finalement, puisque la question qui nous occupe ici, c'est celle du bien, in fine, du bien et du mal, la question éthique est peut-être particulièrement délicate lorsqu'elle est prise dans ce tourbillon. Ouais. Merci à toutes les trois, en tout cas, d'avoir réfléchi en direct et tout ensemble à cette question que nous posions ce matin, ce soir, sur le Nobel de littérature. Pourquoi je dis toujours le matin ? Je me prends encore le matin alors qu'il est 18h58. Donc ce soir, merci à vous, Carole Talon-Hugon. Je rappelle que votre livre s'appelle L'art sous contrôle et est publié aux Presses universitaires de France. Et Héloïse Wagner, vous avez vos vidéos, donc 911 Avocat, et Gisèle Sapiro. On peut lire avec beaucoup de profit ce livre paru en 2011 qui s'intitule La responsabilité de l'écrivain, littérature, droit et morale en France, dans lequel on comprend comment nous avons évolué entre le 19e et le 21e siècle sur ces questions-là. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André à la technique aujourd'hui, Louis Bardinet, et à la réalisation Alexandre Manzanares.